Bienvenue sur Destins extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Cléopâtre VII, dernière grande souveraine de l'Égypte ptolémaïque. Une reine confrontée aux ambitions de Rome, liée à Jules César puis à Marc-Antoine, est devenue après sa mort l'une des figures les plus célèbres de l'Antiquité. Entre faits historiques, récits antiques et légendes, nous allons tenter de retrouver la femme derrière le mythe. Voici l'histoire de Cléopâtre. Nous savons étonnamment peu de choses certaines sur l'enfance de Cléopâtre. Les biographies modernes aiment remplir ce silence. Elles imaginent une princesse parcourant la bibliothèque d'Alexandrie, étudiant la philosophie, les sciences, les langues, la médecine ou l'astronomie. Certaines de ces possibilités sont plausibles dans une cour aussi cultivée. Mais les documents contemporains ne nous permettent pas de reconstruire son emploi du temps d'enfant. Même l'identité de sa mère n'est pas complètement assurée. Son père est Ptolémée XII. Et pour sa mère, les spécialistes envisagent notamment Cléopâtre Tryphéna, membre de la dynastie, ou, selon une autre hypothèse, une femme issue de l'élite égyptienne. Il serait donc trompeur de transformer ce dossier incomplet en certitude moderne sur l'ascendance précise de Cléopâtre. Ce que nous savons mieux, c'est le monde politique dans lequel elle devient adulte. La cour ptolémaïque est un lieu dangereux. La parenté n'y protège pas du conflit. Les frères et sœurs peuvent être partenaires de règne, concurrents ou ennemis. Le pouvoir dépend de l'armée, de l'administration, des prêtres, de la capitale, des ressources fiscales, et de plus en plus, des rapports avec Rome. Cléopâtre a environ 14 ans lorsque son père est restauré par les forces romaines. Elle est assez âgée pour voir les conséquences d'une monarchie devenue dépendante d'une puissance étrangère. Rome, elle aussi, traverse une période explosive. La République est dominée par des généraux capables de mobiliser des armées personnelles. Pompée, Crassus et Jules César ont constitué le premier triumvirat. Les institutions traditionnelles existent toujours, mais la compétition politique se militarise. Les conquêtes apportent des richesses gigantesques. Les rivalités individuelles deviennent des guerres. Pour l'Égypte, cette instabilité est à la fois une menace et une opportunité. Un roi ptolémaïque peut être sauvé par un Romain aujourd'hui et abandonné par son rival demain. À la fin de sa vie, Ptolémée XII associe Cléopâtre au pouvoir. Puis, en 51 avant notre ère, il meurt. Cléopâtre a environ 18 ans. Elle hérite d'un royaume qui reste l'un des plus riches du monde méditerranéen, mais dont l'indépendance tient désormais à un équilibre extrêmement fragile. Et selon la logique dynastique des Ptolémées, elle ne règne pas seule. Le testament de Ptolémée XII prévoit que Cléopâtre gouverne avec son frère cadet, Ptolémée XIII. Le garçon est encore un enfant. Cléopâtre est la partenaire la plus âgée du couple royal. Mais derrière le jeune roi se trouvent des hommes de cour expérimentés. Le ministre Potin, le général Achilla et le précepteur Théodote de Chios sont traditionnellement présentés comme les figures majeures de son entourage. Au début du règne, Cléopâtre semble chercher à affirmer son autorité propre. Certains documents mettent son nom en avant. Des décisions semblent prises en son nom. Mais l'équilibre se détériore rapidement. L'Égypte connaît alors des difficultés sérieuses. Les crues du Nil sont insuffisantes pendant plusieurs années. Les récoltes souffrent. Le prix des céréales augmente. Les finances royales sont déjà fragilisées par les dettes du règne précédent. Dans un pays dont la stabilité politique dépend en grande partie du fonctionnement agricole et fiscal de la vallée du Nil, une mauvaise crue n'est jamais seulement un problème climatique. C'est une crise de pouvoir. En même temps, Rome plonge dans la guerre civile entre Jules César et Pompée. L'Égypte doit choisir comment réagir à un conflit entre deux hommes dont chacun peut devenir le maître du monde romain. Ptolémée XII avait bénéficié du soutien de Pompée. Le gouvernement égyptien se trouve donc lié, au moins moralement et politiquement, à son camp. Des troupes et des ressources sont engagées. À Alexandrie, la lutte entre Cléopâtre et l'entourage de Ptolémée XIII devient ouverte. Les sources ne nous donnent pas le compte rendu exact des réunions où les décisions sont prises. Elles ne nous permettent pas de dire quel mot provoque la rupture. Mais le résultat est clair. Cléopâtre perd le contrôle de la capitale. Vers 49 ou 48 avant notre ère, elle est poussée hors d'Égypte. À moins de 21 ans, la reine n'a plus de palais, plus de capitale et presque plus de royaume. Elle aurait pu disparaître de l'histoire à ce moment-là. Elle fait exactement l'inverse. Cléopâtre se replie vers l'est et cherche à reconstruire une force militaire. Les sources situent son activité dans la région de Syrie et de Palestine. Elle rassemble des soutiens, recrute des hommes et tente de revenir par la frontière orientale de l'Égypte. Ce détail est essentiel pour comprendre son caractère politique. Avant César. Avant Marc-Antoine. Avant les légendes de séduction. Cléopâtre, chassée du trône, organise déjà son retour par ses propres moyens. Les deux camps se font face près de Péluse, à l'extrémité orientale du delta du Nil. Une guerre dynastique égyptienne semble sur le point d'éclater. Puis arrive un homme que personne n'attend dans cet état. Pompée le Grand. En 48 avant notre ère, César vient de vaincre Pompée à Pharsale, en Grèce. Le général romain battu cherche un refuge. Il se dirige vers l'Égypte, royaume dont il a autrefois soutenu le souverain et où il espère probablement trouver des ressources et des alliés. Pour les conseillers de Ptolémée XIII, son arrivée pose un problème terrible.
Accueillir Pompée, c'est risquer la colère de César. Le chasser, c'est humilier un ancien protecteur qui pourrait encore revenir au pouvoir. Ils choisissent une troisième solution. Pompée est invité à quitter son navire et à monter dans une petite embarcation. En approchant de la côte égyptienne, il est assassiné. Son corps est abandonné. Sa tête est conservée pour être présentée à César. Les hommes de Ptolémée XIII pensent avoir supprimé le problème. Ils viennent en réalité. César arrive à Alexandrie peu après. Il ne vient pas simplement comme un visiteur. Il arrive en vainqueur de la guerre civile, mais avec une force militaire relativement limitée. Il entre dans une capitale turbulente, au milieu d'un conflit dynastique dont il compte devenir l'arbitre. Lorsque la tête de Pompée lui est présentée, les sources romaines décrivent son indignation. Il faut évidemment rester prudent. Ces récits contribuent aussi à construire l'image morale de César. Mais le meurtre d'un grand citoyen romain par un gouvernement étranger est politiquement explosif. César annonce qu'il veut appliquer le testament de Ptolémée XII et réconcilier Cléopâtre avec Ptolémée XIII. C'est ici que se joue l'une des scènes les plus célèbres de toute l'Antiquité. Cléopâtre doit rejoindre César dans le palais. Mais Alexandrie est contrôlée par ses adversaires. Entrer ouvertement peut signifier l'arrestation ou la mort. Selon Plutarque, écrivant plus d'un siècle plus tard, elle prend une petite embarcation avec un homme nommé Apollodore de Sicile. Une fois près du palais, elle se fait enfermer non pas dans un tapis, mais dans un sac de literie. Apollodore attache le paquet et le porte à l'intérieur. Le détail du tapis viendra plus tard, popularisé par l'art et le cinéma. Le geste réel, s'il s'est déroulé comme Plutarque le raconte, est déjà suffisamment spectaculaire. Une reine en exil se transforme en colis pour franchir les lignes ennemies et se placer physiquement devant l'homme qui peut décider de son avenir. Ce n'est pas d'abord une scène romantique. C'est une opération de survie politique. Plutarque affirme que l'audace de Cléopâtre impressionne César. La tradition postérieure transforme rapidement cette rencontre en histoire de séduction immédiate. Il serait pourtant naïf d'oublier les intérêts des deux personnages. Cléopâtre a besoin de César pour retrouver son trône. César a besoin d'un gouvernement égyptien stable, capable de payer ses dettes, d'alimenter les circuits de grains et de ne pas tomber aux mains d'une faction hostile. Les deux intérêts se rejoignent. César tente de rétablir la corégence entre Cléopâtre et Ptolémée XIII. Mais le conflit est trop profond. Les forces du jeune roi et de ses conseillers se soulèvent contre la présence romaine. La guerre d'Alexandrie commence. Pendant des mois, César se retrouve dans une situation dangereuse. Il contrôle une partie de la ville et du complexe royal, mais ses forces sont inférieures en nombre. Les combats concernent les rues, le port, les accès à l'eau et la flotte. C'est pendant ces opérations que naît un autre cliché historique. La destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Plutarque écrit que l'incendie provoqué lors des combats navals se propage et détruit la grande bibliothèque. D'autres traditions parlent plutôt de livres stockés près du port ou d'une destruction partielle. L'archéologie et les textes ne permettent pas de reconstituer précisément l'étendue des pertes. La phrase simple « César brûle la bibliothèque d'Alexandrie » est donc beaucoup trop sûre d'elle-même. Il y a bien un incendie. Des livres sont bien perdus. Mais l'histoire de la bibliothèque est plus complexe qu'un bâtiment unique détruit en une nuit. Dans la ville, pendant ce temps, la guerre continue. Et Cléopâtre joue désormais son trône au milieu d'un affrontement entre l'armée égyptienne et l'un des chefs militaires les plus redoutables de Rome. Le conflit se termine au début de 47 avant notre ère après l'arrivée de renforts favorables à César. Les forces de Ptolémée XIII sont battues. Le jeune roi meurt dans la débâcle, probablement noyé dans le Nil alors qu'il tente de fuir. Cléopâtre est restaurée. Mais les conventions de la monarchie ptolémaïque exigent encore un partenaire dynastique. Elle est donc associée à un autre frère plus jeune, Ptolémée XIV. Cette fois, cependant, la réalité du pouvoir paraît beaucoup plus clairement dominée par Cléopâtre. Son alliance avec César devient également personnelle. En 47 avant notre ère naît Ptolémée XV César, que l'histoire connaîtra sous le nom de Césarion, Petit César. Cléopâtre le présente comme le fils de Jules César. Les auteurs antiques et les historiens modernes ont longuement débattu de la paternité. Il n'existe évidemment aucun moyen biologique de trancher aujourd'hui. Dans le monde politique romain, le statut de l'enfant est particulièrement sensible, car César possède déjà une famille, une carrière et des héritiers potentiels. Il ne faut donc pas transformer une affirmation dynastique égyptienne en certitude juridique romaine. Mais pour Cléopâtre, Césarion est un atout immense. Il relie symboliquement la dynastie ptolémaïque à l'homme le plus puissant de Rome. Après la guerre, César passe encore du temps en Égypte. La tradition parle d'un voyage sur le Nil avec Cléopâtre, mais les détails sont difficiles à établir et parfois embellis. Ce qui est certain, c'est que la reine est revenue de l'exil et qu'elle ressort de la crise plus forte qu'avant. Elle a survécu à sa propre famille, à une guerre civile égyptienne et à une intervention romaine. Mais elle n'a pas résolu le problème fondamental de son royaume. L'Égypte reste indépendante parce que le pouvoir romain accepte encore qu'elle le soit. Après la victoire, Cléopâtre doit gouverner un pays qui ne peut pas vivre uniquement de grandes alliances. Il faut lever des impôts, gérer les terres, contrôler les temples, approvisionner les villes, surveiller l'armée et remettre de l'ordre dans une administration secouée par les crises.
Cette dimension quotidienne disparaît presque toujours derrière César et Marc-Antoine. Elle est pourtant le cœur du métier de reine. Les monnaies frappées sous Cléopâtre sont particulièrement précieuses pour les historiens. Contrairement à de nombreux bustes ou statues dont l'identification est discutée, une pièce portant son nom et ses titres est directement reliée à son pouvoir. Son portrait monétaire est volontairement autoritaire. Le nez est marqué, le menton ferme, la coiffure organisée selon des codes dynastiques hellénistiques. Il serait absurde d'utiliser ces pièces comme des photographies exactes, mais elles montrent comment la monarchie veut rendre le visage de Cléopâtre reconnaissable et souverain. Le royaume connaît aussi des réformes monétaires. Les marques de valeur deviennent plus explicites sur certaines émissions. La monnaie est un outil de commerce, mais aussi de contrôle politique. Dans les temples, Cléopâtre apparaît autrement. À Dendera, sur le mur du temple d'Hathor, elle est représentée avec Césarion dans le langage visuel de la royauté pharaonique. Ici, il ne s'agit pas de ressembler physiquement à la reine. Il s'agit d'accomplir le rôle du souverain devant les dieux. Une même femme peut donc avoir plusieurs visages officiels. La reine hellénistique des monnaies. Le pharaon des temples. La partenaire de Rome dans la diplomatie. C'est précisément cette capacité à circuler entre plusieurs univers politiques qui fait de Cléopâtre une souveraine exceptionnelle. En 46 avant notre ère, Cléopâtre se trouve à Rome avec Césarion et sa cour. Elle y reste probablement par période jusqu'en 44. Sa présence ne peut pas passer inaperçue. Rome vient de sortir d'une guerre civile. César accumule les honneurs. Il est devenu dictateur. Certains Romains le soupçonnent de vouloir dépasser les limites traditionnelles de la République. Dans ce contexte, la reine d'Égypte et son fils représentent tout ce qu'une partie de l'aristocratie romaine redoute. Monarchie, richesse orientale, proximité personnelle avec César et possibilité d'une succession dynastique étrangère. Les traditions antiques affirment que César fait placer une statue de Cléopâtre dans le temple de Vénus Génétrix. Si l'information est exacte, le geste est remarquable. Une reine étrangère vivante installée dans un espace religieux lié à la famille de César. Mais le 15 mars 44 avant notre ère, César est assassiné au Sénat. Le monde politique de Cléopâtre s'effondre en quelques heures. Elle n'a aucune raison de rester longtemps à Rome. Elle retourne en Égypte. Ptolémée XIV disparaît peu après. Des auteurs postérieurs accusent parfois Cléopâtre de l'avoir fait empoisonner pour placer Césarion sur le trône. L'hypothèse est possible. Elle n'est pas démontrée. Ce qui est certain, c'est que Césarion devient son corrège sous le nom de Ptolémée XV César. Cléopâtre gouverne désormais avec son fils. Rome, elle, replonge dans la guerre. Les assassins de César affrontent ses héritiers politiques. Marc-Antoine, ancien lieutenant de César, devient l'un des hommes forts de la République. Un jeune homme de 18 ans, adopté par César dans son testament, entre également dans l'histoire. Il s'appelle Caius Octavius. Nous le connaîtrons bientôt sous le nom d'Octavien. Et plus tard encore sous celui d'Auguste. Les années qui suivent l'assassinat de César rappellent une évidence. Cléopâtre n'est pas seulement une actrice dans la politique romaine. Elle est d'abord la souveraine de l'Égypte. Or le pays traverse des difficultés. Les crues du Nil sont irrégulières. Des crises alimentaires touchent certaines régions. Les prélèvements fiscaux suscitent des tensions. Les autorités doivent protéger les ressources indispensables à Alexandrie et maintenir les réseaux de distribution. Des documents administratifs montrent un pouvoir qui intervient concrètement. Une inscription datée de 41 avant notre ère conserve 2 ordonnances de Cléopâtre et de Césarion concernant des propriétaires alexandrins du delta. Les textes cherchent à les protéger contre des prélèvements qui dépassent ce qui a été ordonné par la couronne. Ce n'est pas une anecdote glamour. C'est précisément pour cela que c'est important. On voit une reine arbitrer la fiscalité et chercher des soutiens dans une classe de propriétaires influents alors que le monde méditerranéen est bouleversé par les conséquences de la guerre civile romaine. Un papyrus célèbre, daté de 33 avant notre ère, conserve également une décision fiscale adressée à un personnage proche de Marc-Antoine. À la fin du document figure un mot grec signifiant en substance, qu'il en soit ainsi. Certains spécialistes ont proposé que cette brève mention soit de la main même de Cléopâtre. L'attribution reste discutée et doit être présentée comme telle. Ce que ces documents détruisent, en revanche, c'est l'image d'une reine qui n'aurait existé que dans les banquets et les chambres privées. Le pouvoir ptolémaïque est un appareil administratif immense. Cléopâtre le dirige pendant plus de 20 ans. Et pour continuer à le diriger, elle doit bientôt négocier avec le nouveau maître de l'Orient romain. Marc-Antoine. En 42 avant notre ère, les forces de Marc-Antoine et d'Octavien battent les assassins de César à Philippe. Les vainqueurs se partagent les responsabilités. Antoine prend en charge une grande partie des provinces orientales. Il doit lever des fonds, réorganiser les territoires et préparer la confrontation avec l'Empire parthe. L'Égypte est trop riche et trop stratégique pour être ignorée. En 41, Antoine convoque Cléopâtre à Tarse, en Cilicie. Il veut notamment clarifier son comportement pendant les conflits précédents et obtenir son soutien. Plutarque transforme l'arrivée de la reine en scène de théâtre. Selon son récit, Cléopâtre remonte le fleuve Cydnus sur une embarcation somptueuse, avec des voiles pourpres, des parfums, de la musique et une mise en scène inspirée d'Aphrodite.
La foule quitte Antoine pour courir voir l'arrivée de la reine. Ce récit est écrit plus d'un siècle après les faits et doit être lu comme une composition littéraire autant que comme un témoignage historique. Mais son idée centrale est crédible. Cléopâtre comprend parfaitement la politique du spectacle. Elle ne se présente pas en vassale convoquée par Rome. Elle arrive comme une souveraine qui possède de l'argent, une flotte, un royaume et une capacité de représentation exceptionnelle. Antoine a besoin de ressources pour sa politique orientale. Cléopâtre a besoin d'un partenaire romain puissant pour protéger l'Égypte, consolider son trône et récupérer des territoires autrefois contrôlés par les Ptolémées. Leur relation devient personnelle. Elle est aussi profondément politique. Réduire la suite à une histoire, où Cléopâtre séduit Antoine, reviendrait à enlever du tableau la moitié des décisions qui vont suivre. Ils sont deux dirigeants avec des objectifs. Et pendant près de 10 ans, leurs objectifs vont largement converger. Cléopâtre rejoint Antoine, puis celui-ci passe l'hiver 41-40 à Alexandrie. En 40 avant notre ère, la reine donne naissance à des jumeaux, Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée. Leurs noms sont eux-mêmes un programme symbolique. Hélios, le soleil. Sélénée, la lune. Antoine repart ensuite pour régler des crises romaines. Sa situation familiale et politique est complexe. Il épouse Octavie, la sœur d'Octavien, dans le cadre d'une tentative de réconciliation entre les deux hommes. Pendant plusieurs années, Cléopâtre et Antoine sont séparés. Puis, à partir de 37, leur alliance reprend avec une nouvelle intensité. Antoine prépare une grande campagne contre les Parthes. Pour cela, il lui faut de l'argent, des navires, des bases et une logistique orientale. Cléopâtre possède précisément ce que Rome orientale recherche. En retour, Antoine lui attribue ou lui restitue plusieurs territoires autour de la Méditerranée orientale. Le royaume ptolémaïque retrouve une extension qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. En 36 naît un troisième enfant du couple, Ptolémée Philadelphe. La campagne d'Antoine contre les Parthes tourne toutefois à l'échec. L'armée romaine subit des pertes importantes pendant la retraite. La victoire espérée, capable de rivaliser avec les conquêtes de César, n'arrive pas. Cléopâtre participe alors au soutien logistique et financier d'Antoine. L'alliance devient plus nécessaire au moment même où elle devient plus dangereuse. Car à Rome, Octavien surveille son rival. Chaque territoire donné à Cléopâtre peut être présenté comme un morceau de l'héritage romain livré à une reine étrangère. Chaque apparition publique d'Antoine à Alexandrie peut être décrite comme une preuve qu'il abandonne les valeurs romaines. Et chaque enfant du couple peut être présenté comme le début d'une nouvelle dynastie orientale. La guerre entre Antoine et Octavien n'a pas encore commencé. La guerre des images, elle, est déjà en cours. C'est ici qu'il faut revenir à une question souvent posée avec des catégories trop simples. Qui était vraiment Cléopâtre? Sa dynastie paternelle est macédonienne. Les Ptolémées descendent de l'élite gréco-macédonienne installée en Égypte après Alexandre. Cela ne signifie pas que Cléopâtre gouverne comme une reine étrangère enfermée dans un monde grec. La monarchie ptolémaïque a depuis longtemps appris à utiliser les traditions égyptiennes. Les rois financent des temples, apparaissent en pharaon devant les dieux et travaillent avec les élites sacerdotales. Cléopâtre pousse cette capacité très loin. Plutarque affirme qu'elle parlait plusieurs langues et qu'elle pouvait répondre elle-même à de nombreux ambassadeurs. Il ajoute que les souverains ptolémaïques précédents avaient peu fait d'efforts pour apprendre la langue égyptienne. Comme toujours, il faut rappeler qu'il écrit plus d'un siècle plus tard. Mais son témoignage construit l'image d'une souveraine exceptionnellement capable de communiquer dans un royaume et un empire multiculturel. À Dendera, elle apparaît aux côtés de Césarion dans le style pharaonique traditionnel. Sur des monnaies, son profil appartient au vocabulaire politique hellénistique. Dans ses relations avec Rome, elle agit comme une reine cliente, une alliée et parfois une rivale. Il n'existe donc pas un seul costume qui résume Cléopâtre. Elle règne précisément parce qu'elle peut être plusieurs choses à la fois. Et c'est aussi pour cela que les débats modernes sur son apparence deviennent souvent trompeurs. Nous possédons des monnaies, des représentations officielles et quelques sculptures parfois identifiées à elle. Mais aucune ne permet de reconstruire un visage exact. Même une statue aujourd'hui proposée comme peut-être Cléopâtre VII au Metropolitan Museum reste une identification prudente. Le cartouche portant son nom sur le bras semble probablement être un ajout moderne. La prudence n'enlève rien à son histoire. Elle évite simplement de remplacer un mythe ancien par un nouveau. En 34 avant notre ère, Marc-Antoine revient d'une campagne en Arménie et organise à Alexandrie une cérémonie qui va devenir l'une des armes les plus puissantes de la propagande d'Octavien. Les historiens l'appellent les donations d'Alexandrie. Antoine et Cléopâtre apparaissent publiquement dans une mise en scène monarchique. Des territoires et des titres sont attribués à Cléopâtre et à leurs enfants. Césarion est présenté avec un statut exceptionnel lié à César. Alexandre Hélios, Cléopâtre Sélénée et Ptolémée Philadelphe reçoivent aussi des royaumes ou des territoires, certains réellement contrôlés, d'autres davantage programmatiques. Pour la cour d'Alexandrie, le message est celui d'une restauration de puissance. Pour les adversaires d'Antoine à Rome, c'est une provocation parfaite. Octavien peut désormais raconter une histoire simple. Marc-Antoine ne serait plus un général romain qui administre l'Orient. Il serait devenu l'instrument d'une reine étrangère. Il abandonnerait Rome pour Alexandrie.
Il donnerait les provinces romaines aux enfants de Cléopâtre. Et surtout, il menacerait l'héritier légal de César en utilisant Césarion comme rival dynastique. Cette narration est politiquement redoutable parce qu'elle transforme un conflit compliqué entre Romains en défense de Rome contre une puissance étrangère. La réalité est plus complexe. Antoine conserve des armées romaines, des magistrats romains et des soutiens importants dans l'aristocratie romaine. Le conflit reste, au fond, une nouvelle guerre civile. Octavien va précisément tout faire pour empêcher qu'on la voie ainsi. En 33 et 32 avant notre ère, la confrontation devient inévitable. Les deux camps utilisent la propagande avec une violence extrême. Antoine accuse Octavien d'usurper le pouvoir et de mal traiter les héritiers de César. Octavien répond en présentant Antoine comme un homme dominé par Cléopâtre. La reine concentre les accusations les plus faciles à transformer en peur: richesse excessive, sexualité, ivrognerie, magie, luxe, culte d'animaux, ambition monarchique. Certaines de ces attaques survivront presque intactes pendant 2000 ans. Le geste politique le plus habile d'Octavien consiste à déplacer la cible officielle. En 32 avant notre ère, la guerre est déclarée non pas à Marc-Antoine, mais à Cléopâtre. Le conflit civil devient officiellement une guerre contre la reine d'Égypte. Cette manœuvre permet à des Romains qui ont servi Antoine de se rallier plus facilement à Octavien. On ne leur demande plus de combattre un compatriote. On leur demande de sauver Rome d'une souveraine étrangère supposée avoir pris le contrôle d'un général romain. Les sources victorieuses amplifient ensuite cette vision. C'est une règle essentielle de l'histoire antique: les textes qui survivent ne sont jamais simplement les événements. Ils sont aussi le produit des vainqueurs, des auteurs et des publics pour lesquels, au début de 31 avant notre ère, Antoine et Cléopâtre disposent encore d'une force immense. Ils rassemblent des dizaines de milliers d'hommes et une flotte importante sur la côte occidentale de la Grèce. Leur base principale se trouve près du golfe d'Ambracie, face au promontoire d'Actium. Octavien confie une grande partie des opérations navales à son ami et général Marcus Agrippa. Agrippa mène une campagne stratégique remarquable. Il s'empare de positions, coupe des routes maritimes et fragilise l'approvisionnement d'Antoine. Le camp d'Antoine souffre de maladies, de désertions et de difficultés logistiques. Le 2 septembre 31 avant notre ère, la flotte tente de sortir. La bataille d'Actium commence. Les navires d'Antoine sont souvent plus lourds. Ceux d'Octavien sont plus mobiles. Le combat dure des heures. Puis la flotte de Cléopâtre, placée en réserve avec des navires transportant une partie du trésor et des ressources, traverse l'ouverture qui se crée dans la ligne de bataille et prend la mer vers le sud. Antoine la suit avec une partie de ses forces. Les auteurs hostiles ont transformé ce moment en scène d'effondrement amoureux. Antoine abandonnerait tout parce qu'il ne supporte pas de voir Cléopâtre partir. La réalité opérationnelle est beaucoup moins sûre. Et plusieurs historiens considèrent que la sortie pouvait faire partie d'un plan destiné à sauver la flotte disponible, le trésor et la capacité de continuer la guerre depuis l'Égypte. D'autres pensent que la situation a forcé une décision improvisée. Ce que nous savons, c'est le résultat. Une grande partie des forces restantes d'Antoine capitulent ou se dispersent. Actium ne détruit pas immédiatement toute sa puissance, mais elle détruit sa crédibilité stratégique. Octavien devient le futur maître de Rome. Il reste maintenant à conquérir l'Égypte. Après Actium, Antoine et Cléopâtre retournent en Égypte. Ils ont encore de l'argent, une capitale, des troupes et une flotte. Mais les alliances disparaissent progressivement. Les gouverneurs changent de camp. Les armées comprennent que le rapport de force est devenu presque impossible à inverser. Cléopâtre tente de négocier. Les sources rapportent plusieurs échanges avec Octavien. Elle cherche notamment à préserver l'avenir de ses enfants et peut-être celui du royaume. Il faut se méfier des récits qui réduisent toutes ces démarches à des tentatives de charme. Octavien n'a aucun intérêt à laisser subsister une dynastie capable de revendiquer l'héritage de César. Césarion est particulièrement dangereux. Tant que le fils de Cléopâtre peut être présenté comme le fils biologique de Jules César, il existe face à Octavien, fils adoptif de César, une rivalité symbolique que la victoire militaire ne suffit pas totalement à effacer. Cléopâtre prépare aussi un mausolée dans lequel elle rassemble des richesses. Les auteurs anciens racontent qu'elle menace d'y mettre le feu pour empêcher Octavien de s'emparer du trésor. En 30 avant notre ère, les forces d'Octavien entrent finalement en Égypte. Alexandritum. La dynastie ptolémaïque arrive à sa dernière journée réelle de pouvoir. Et dans la ville, Marc-Antoine reçoit une information catastrophique. Cléopâtre serait morte. La nouvelle est fausse. Cléopâtre s'est enfermée dans son mausolée, mais elle est toujours en vie. Marc-Antoine, croyant qu'elle s'est suicidée, décide de mourir à son tour. Les récits antiques décrivent une tentative qui n'est pas immédiatement fatale. Grièvement blessé, Antoine apprend que Cléopâtre vit encore. Il est transporté jusqu'au mausolée. Plutarque raconte une scène dramatique. Les portes étant fermées, Antoine serait hissé jusqu'à une ouverture par des cordes, tandis que Cléopâtre et ses suivantes tentent de le tirer à l'intérieur. Il meurt auprès d'elle. Là encore, nous dépendons de récits écrits après les événements. Le détail exact de chaque geste n'est pas vérifiable. Mais la mort d'Antoine est politiquement certaine. Cléopâtre reste désormais seule face à Octavien. Elle est prisonnière,
même si elle conserve encore l'apparence d'une reine. Octavien veut la garder vivante. Une Cléopâtre exposée dans son triomphe à Rome serait l'image parfaite de sa victoire. La reine sait ce que cela signifie. Des souverains vaincus ont déjà été exhibés dans les rues de Rome avant d'être emprisonnés ou exécutés. Cléopâtre a consacré toute sa vie à défendre la souveraineté de sa dynastie. Elle ne peut plus sauver son royaume. Il lui reste peut-être une dernière décision à contrôler. La façon dont elle quitte la scène. C'est l'image la plus célèbre de l'histoire de Cléopâtre. Une reine allongée dans ses vêtements royaux. Un panier de figues. Un serpent venimeux. Une morsure presque invisible. Puis la mort. Le problème est que les sources antiques elles-mêmes ne sont pas certaines de ce qui s'est passé. Dion Cassius écrit explicitement que personne ne sait clairement de quelle manière Cléopâtre est morte. Il rapporte plusieurs possibilités. Un aspic introduit dans un récipient ou caché parmi des fleurs, mais aussi une épingle enduite de poison avec laquelle la reine aurait pu se piquer. Plutarque mentionne également plusieurs traditions et reconnaît l'incertitude. Le serpent n'est donc pas une invention moderne. Il appartient bien aux récits antiques. Mais il n'est pas un fait démontré. Le suicide par poison est très plausible. Le mécanisme précis reste inconnu. Cléopâtre meurt en août 2030 avant notre ère, probablement à 39 ans. Octavien ordonne qu'elle soit enterrée avec Marc-Antoine, ou du moins auprès de lui, conformément à la tradition rapportée par les auteurs antiques. Leur tombe disparaîtra ensuite de l'histoire. Avec la mort de la reine, l'Égypte ptolémaïque cesse d'être un royaume indépendant. Octavien l'annexe. L'Égypte devient une possession romaine d'une importance exceptionnelle, contrôlée avec une attention particulière en raison de sa richesse et de son grain. Mais une question reste encore dangereuse. Césarion est vivant. Pas pour longtemps. Cléopâtre a 4 enfants connus. Césarion, son fils avec César selon la présentation dynastique de la cour. Puis 3 enfants avec Marc-Antoine. Alexandre Hélios, Cléopâtre Sélénée et Ptolémée Philadelphe. Après la chute d'Alexandrie, Césarion tente de s'éloigner. Les sources divergent sur les détails de sa fuite et de son retour. Octavien le fait exécuter. Une formule attribuée à son entourage résume la logique politique. Trop de César n'est pas bon. Même si la phrase exacte appartient à la tradition littéraire, la raison politique est transparente. Un fils adulte de Cléopâtre pouvant être présenté comme fils de Jules César représente un risque que le futur Auguste ne veut pas accepter. Les 3 enfants d'Antoine sont emmenés à Rome. Ils apparaissent dans le triomphe d'Octavien, puis sont confiés à Octavie, la sœur d'Octavien et ancienne épouse de Marc-Antoine. Le destin d'Alexandre Hélios et de Ptolémée Philadelphe devient obscur. Ils disparaissent des sources. Cléopâtre Sélénée, elle, survit. Elle épouse Juba II, un roi nord-africain élevé dans le monde romain. Le couple gouverne la Maurétanie depuis Césarée, dans l'actuelle Algérie. À travers elle, quelque chose de la dynastie ptolémaïque continue donc à vivre dans un autre royaume méditerranéen. C'est un retournement étonnant. Octavien détruit le pouvoir de Cléopâtre. Mais il élève aussi sa fille dans le système impérial qui a vaincu sa mère. Et pendant ce temps, à Rome, une autre construction commence. La transformation de Cléopâtre en personnage. Peu de questions sur Cléopâtre déclenchent autant de débats modernes que son apparence. Et peu de questions disposent d'aussi peu de réponses simples. La BNF le rappelle. Relativement peu de documents peuvent être associés avec certitude à Cléopâtre. Les monnaies constituent l'un des ensembles les plus sûrs. Sur ces pièces, son profil peut sembler sévère. Le nez est fort, le menton marqué, la coiffure ordonnée. Mais une monnaie royale ne cherche pas nécessairement à reproduire la beauté quotidienne d'un visage. Elle doit être reconnaissable, légitime et puissante sur quelques centimètres de métal. Plutarque, qui écrit longtemps après sa mort, affirme que la beauté de Cléopâtre n'était pas en elle-même incomparable. Il insiste davantage sur sa conversation, son intelligence sociale, sa voix et sa capacité à captiver ceux qui l'écoutent. Ce témoignage est particulièrement intéressant parce qu'il va à l'encontre de la caricature de la femme qui aurait tout obtenu grâce à son physique. Il ne faut pas pour autant fabriquer l'image inverse d'une Cléopâtre qui n'aurait pas été séduisante. Nous n'en savons tout simplement pas assez pour transformer cette question en verdict. La même prudence vaut pour son ascendance. Son père appartient à la dynastie macédonienne des Ptolémées. Sa mère n'est pas identifiée avec une certitude absolue. Les débats modernes qui veulent attribuer à Cléopâtre une catégorie raciale contemporaine définitive dépassent souvent ce que les sources peuvent réellement établir. La meilleure réponse n'est donc pas un portrait numérique présenté comme vérité. C'est un ensemble de traces. Une monnaie. Only leave the temple. Une statue peut être liée à elle. Des titres. Des textes hostiles. Des décisions administratives. Et une évidence. Son véritable pouvoir politique ne dépend pas de la forme exacte de son visage. Les auteurs antiques affirment qu'Octavien permit que Cléopâtre soit enterrée avec Marc-Antoine ou à proximité immédiate de lui. Puis le tombeau disparaît. Alexandrie a subi des tremblements de terre, des affaissements, des transformations urbaines et la montée des eaux. Une partie du quartier royal antique se trouve aujourd'hui sous la Méditerranée. C'est pourquoi de nombreux spécialistes pensent que la sépulture de Cléopâtre pourrait se trouver dans près de l'ancienne Alexandrie royale.
Kathleen Martinez défend une autre hypothèse. Elle cherche depuis des années à Taposiri Mania, à plusieurs dizaines de kilomètres à l'ouest d'Alexandrie, dans un temple lié au culte d'Isis et d'Osiris. Les fouilles ont révélé des monnaies portant l'effigie de Cléopâtre, des sépultures, des objets ptolémaïques et un tunnel impressionnant. En 2025, l'équipe annonce avoir identifié au large des vestiges d'un ancien port submergé. Les structures, les ancres et les amphores sont documentées. Leur interprétation comme port est celle de l'équipe et des autorités qui ont annoncé la découverte. La tombe, elle, ne l'est pas encore. Les monnaies de Cléopâtre ne prouvent pas qu'elle a été enterrée là. Elle circulait dans son royaume. Un temple d'Isis n'est pas automatiquement un mausolée royal. Et l'idée que la reine aurait voulu être secrètement déplacée loin d'Alexandrie n'est confirmée par aucun texte antique connu. Inversement, l'absence de preuves aujourd'hui ne démontre pas que l'hypothèse est impossible. C'est exactement ce qui rend cette recherche intéressante. Elle peut être testée. Des fouilles, des relevés, de nouvelles structures, et éventuellement, des inscriptions pourront un jour renforcer ou détruire l'hypothèse. Au 3 août 2026, la formulation correcte reste simple. Le tombeau de Cléopâtre n'a pas été identifié. Et si un jour il l'est, ce ne sera pas parce qu'une légende l'a annoncé. Ce sera parce qu'un ensemble de preuves permettra de le démontrer. Cléopâtre perd tout. Son royaume. Sa flotte. Son allié. Son fils Césarion. Sa dynastie. En 30 avant notre ère, Octavien remporte une victoire totale. Quelques années plus tard, il devient Auguste, le premier empereur de Rome. Politiquement, Cléopâtre est vaincue. Mais dans la mémoire du monde, quelque chose d'étrange se produit. Auguste fonde un système impérial qui dominera des siècles. Et Cléopâtre, elle, devient l'un des personnages les plus reconnaissables de toute l'Antiquité. Les auteurs romains transforment la reine en avertissement contre le luxe, la sexualité, l'Orient et la monarchie. Les écrivains médiévaux la réinterprètent. Shakespeare la transforme en héroïne tragique. Les peintres imaginent sa mort. Le théâtre, l'opéra puis le cinéma construisent des palais, des costumes, des tapis, des serpents et des visages qui n'ont jamais existé dans les sources. Chaque époque fabrique sa Cléopâtre. C'est peut-être pour cela qu'il faut revenir aux documents. Il ne nous donne pas une femme parfaite. Il nous donne une souveraine capable de revenir d'un exil, de gouverner un État complexe, d'utiliser plusieurs traditions royales, de négocier avec les dirigeants de Rome, de construire une puissance orientale et de prendre des décisions dans un monde où une erreur pouvait coûter un royaume. Il nous montre aussi ses limites. Les auteurs antiques affirment qu'Octavien permit que Cléopâtre soit enterrée avec Marc-Antoine ou à proximité immédiate de lui. Puis le tombeau disparaît. Alexandrie a subi des tremblements de terre, des affaissements, des transformations urbaines et la montée des eaux. Une partie du quartier royal antique se trouve aujourd'hui sous la Méditerranée. C'est pourquoi de nombreux spécialistes pensent que la sépulture de Cléopâtre pourrait se trouver dans près de l'ancienne Alexandrie royale. Kathleen Martinez défend une autre hypothèse. Elle cherche depuis des années à Taposiri Mania, à plusieurs dizaines de kilomètres à l'ouest d'Alexandrie, dans un temple lié au culte d'Isis et d'Osiris. Les fouilles ont révélé des monnaies portant l'effigie de Cléopâtre, des sépultures, des objets ptolémaïques et un tunnel impressionnant. En 2025, l'équipe annonce avoir identifié au large des vestiges d'un ancien port submergé. Les structures, les ancres et les amphores sont documentées. Leur interprétation comme port est celle de l'équipe et des autorités qui ont annoncé la découverte. La tombe, elle, ne l'est pas encore. Les monnaies de Cléopâtre ne prouvent pas qu'elle a été enterrée là. Elle circulait dans son royaume. Un temple d'Isis n'est pas automatiquement un mausolée royal. Et l'idée que la reine aurait voulu être secrètement déplacée loin d'Alexandrie n'est confirmée par aucun texte antique connu. Inversement, l'absence de preuves aujourd'hui ne démontre pas que l'hypothèse est impossible. C'est exactement ce qui rend cette recherche intéressante. Elle peut être testée. Des fouilles, des relevés, de nouvelles structures, et éventuellement, des inscriptions pourront un jour renforcer ou détruire l'hypothèse. Au 3 août 2026, la formulation correcte reste simple. Le tombeau de Cléopâtre n'a pas été identifié. Et si un jour il l'est, ce ne sera pas parce qu'une légende l'a annoncé. Ce sera parce qu'un ensemble de preuves permettra de le démontrer. Cléopâtre perd tout. Son royaume. Sa flotte. Son allié. Son fils Césarion. Sa dynastie. En 30 avant notre ère, Octavien remporte une victoire totale. Quelques années plus tard, il devient Auguste, le premier empereur de Rome. Politiquement, Cléopâtre est vaincue. Mais dans la mémoire du monde, quelque chose d'étrange se produit. Auguste fonde un système impérial qui dominera des siècles. Cléopâtre, elle, devient l'un des personnages les plus reconnaissables de toute l'Antiquité. Les auteurs romains transforment la reine en avertissement contre le luxe, la sexualité, l'Orient et la monarchie. Les écrivains médiévaux la réinterprètent. Shakespeare la transforme en héroïne tragique. Les peintres imaginent sa mort. Le théâtre, l'opéra puis le cinéma construisent des palais, des costumes, des tapis, des serpents et des visages qui n'ont jamais existé dans les sources. Chaque époque fabrique sa Cléopâtre. C'est peut-être pour cela qu'il faut revenir aux documents. Ils ne nous donnent pas une femme parfaite.
Il nous donne une souveraine capable de revenir d'un exil, de gouverner un État complexe, d'utiliser plusieurs traditions royales, de négocier avec les dirigeants de Rome, de construire une puissance orientale et de prendre des décisions dans un monde où une erreur pouvait coûter un royaume. Il nous montre aussi ses limites. Son alliance avec Antoine échoue. Son projet dynastique s'effondre. Son royaume disparaît. Et plusieurs décisions capitales restent impossibles à reconstituer précisément. Ce n'est pas une faiblesse de l'histoire. C'est sa règle. Lorsque les sources ne savent pas, nous ne devons pas savoir à leur place. La beauté exacte de Cléopâtre? Inconnue. La paternité biologique de Césarion? Impossible à démontrer aujourd'hui. La raison précise de certaines décisions à axiome? Débattue. La méthode exacte de son suicide? Inconnue. Le lieu de son tombeau? Toujours inconnu. Mais ce que nous pouvons établir suffit déjà à raconter une histoire extraordinaire. Pas celle d'une femme qui aurait conquis Rome par son charme. Celle d'une reine qui a tenté de maintenir son royaume au moment où Rome avalait le monde méditerranéen. Et dont la défaite fut si spectaculaire que ses ennemis réussirent à détruire son pouvoir sans jamais réussir à faire disparaître son nom. Cléopâtre est morte depuis plus de 2000 ans. Son tombeau manque encore. Son visage nous échappe. Mais son histoire, débarrassée autant que possible de la légende, reste là. Et elle est plus forte que le mythe. Avec la mort de Cléopâtre, près de 3 siècles de domination ptolémaïque prennent fin. L'Égypte devient une province romaine, ses enfants connaissent des destins différents et Octavien devient bientôt Auguste, le premier empereur de Rome. Mais l'histoire de Cléopâtre ne s'arrête pas avec sa disparition. Ses vainqueurs ont contribué à façonner l'image d'une reine dangereuse, séductrice et responsable de la chute de Marc-Antoine. Les siècles suivants ont encore transformé ce portrait, jusqu'à rendre parfois presque invisible la souveraine, la diplomate et la stratège qu'elle fut également. Certains faits de sa vie sont solidement documentés. D'autres ne nous sont connus qu'à travers des auteurs écrivant après sa mort, parfois influencés par la propagande romaine. Les circonstances exactes de sa disparition, l'emplacement de son tombeau et plusieurs aspects de sa vie privée restent encore discutés. Les hypothèses existent, mais aucune ne doit être présentée comme une preuve définitive. Et vous, après avoir découvert l'ensemble de son parcours, quelle image gardez-vous de Cléopâtre? Celle d'une reine emportée par ses passions, ou celle d'une souveraine qui utilisa tous les moyens politiques dont elle disposait pour tenter de préserver son royaume? Partagez votre avis dans les commentaires. Vous venez de suivre Destins extraordinaires. Ici, nous racontons les faits établis, mais aussi les controverses, les rumeurs anciennes et les zones d'ombre, en indiquant clairement ce que les sources permettent réellement d'affirmer. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir notre prochain récit. Car un destin ne devient pas extraordinaire parce qu'on l'embellit, mais parce qu'on prend le temps de le comprendre.